Donc en fait, effectivement, quand j'ai appris en fait, qu'il y avait ce projet en fait, de cité de la santé sur Toulouse, vous m'entendez là, ça va? Ouais. En fait, je me suis dit, ça serait intéressant en fait de réinstaller, bien que je ne connaisse rien quasiment en fait de cette cité de la santé, en fait, de réinstaller au moins l'idée, ce que je percevais en net, enfin du moins son idée, dans une réflexion plus générale sur les relations entre soins et politique. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, en partant en fait d'une remarque qui est un peu banale, mais je crois qu'il faut la faire, et qui consiste à dire que, à première vue, associer soins et politique, ça ne va pas de soi. Même si la personne qui vient de prendre la parole avant moi est à la fois médecin et politique. Et quand on sait le nombre de personnes qui, à l'Assemblée et au Sénat sont en même temps médecins, c'est la plus grande corporation présente dans ces deux assemblées, ces grandes salles, ça questionne malgré tout ce qu'il en est de pourquoi les médecins font-ils de la politique. On pourra peut-être revenir en fait sur cette question, en tout cas j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais en tout cas je commencerai par une observation. La première, c'est que effectivement associer soins et politique ne va pas de soi, même si il y a des choses qui s'imposent. Pourquoi ça ne va pas de soi? Parce que finalement quand on pense soins, je dis soins, je ne dis pas santé. Quand on dit soins, on pense immédiatement à des relations qui sont surtout des relations interpersonnelles. Donc elles ne sont pas politiques, elles sont éventuellement éthiques. En tout cas, ce qu'elles mettent en relation, c'est des sujets bien identifiés comme sujets en face d'autres sujets. Donc de ce point de vue, la relation de soins, elle est éthique, si on veut, en tout cas on peut espérer qu'elle le soit, ou elle tente de l'être, mais elle n'est pas fondamentalement politique. Parce que, je le redis, elle est interpersonnelle. Dans cette perspective, ce qu'on cherche, finalement, c'est faire en sorte, effectivement, que dans l'accompagnement mutuel, qui n'est pas d'abord, je le signale non plus, une affaire de professionnel, le soin n'est pas une affaire de professionnel, mais ce que ça va poser comme question, c'est pourquoi a-t-on petit à petit fini par le professionnaliser, ce qui fait que j'aime bien parfois me poser la question de savoir de quoi les professionnels du soin sont les professionnels, mais ce n'est pas le sujet complètement ce soir. Bref, donc la dimension en fait, relationnelle en fait, du soin, elle cherche effectivement à sécuriser, au sens en fait, de lien sécurisant en fait, des subjectivités. Et de ce point de vue, tous autant que nous sommes, nous avons fait cette expérience d'être bénéficiaires de soins avant d'en donner. Ça, autrement dit, le soin, c'est une affaire interpersonnelle, alors que la caractéristique de la politique, elle tient précisément au fait qu'elle pense des liens qui ne sont pas des liens interpersonnels. Elle pense des liens qu'on dit des liens sociaux, on dira lien social, bon. Donc elle pense par conséquent des relations à d'autres, à autrui, ou plus précisément, je dirais dans mon jargon, à des autres qui ne seront jamais pour nous des visages. Et ça, je veux dire, pour la politique, c'est une vraie question. Comment s'occuper d'autres qui ne seront jamais pour nous des visages, et d'autres dont peut-être on n'aura jamais l'occasion de faire la rencontre, et dont pourtant notre action notre action garde la visée. Donc, si vous voulez, si on dit ça, je ne suis pas en train de dire que la politique est une affaire de relations impersonnelles, mais en tout cas, elle est affaire de relations qui ne sont pas des relations personnelles, parce qu'elles sont médiatisées par des institutions. Alors si on dit ça, effectivement, ça veut dire effectivement que soins et politique, c'est une drôle d'alliance. En tout cas, c'est une alliance peut-être impossible. Et d'ailleurs, plus qu'impossible, il faudrait me dire, ça pourrait même être une alliance inquiétante. De vouloir une politique qui ambitionnerait, d'ériger le soin en horizon de toute son activité. C'est-à-dire que finalement, imaginons une politique qui veut nous soigner, mais dans toutes les dimensions de celle-ci, c'est-à-dire que, y compris dans ce qui fait l'intimité de nos histoires, c'est très vite du Big Brother. Donc, en fait, ce qui est en jeu, c'est prendre la conscience qu'entre soins et politique, a priori, il y a un écart considérable. Et pourtant, et donc ça va être l'objet de mon propos ce soir, ce que je voudrais montrer, c'est comment finalement, malgré tout, entre soins et politique, les liens
peuvent être féconds. C'est-à-dire qu'en fait, et donc ce qu'il faudrait, je vais essayer de penser avec vous, c'est cette relation, c'est cette interrelation entre effectivement bien le fait qu'il peut y avoir, c'était le titre le titre que j'ai donné à mon exposé ce soir, hein, à la fois des cités du soin, autrement dit l'idée qu'il puisse y avoir du soin à faire de professionnels, donc la dimension intérieure, si on veut, en tous les cas, en fait, du soin, donc qui suppose une forme d'expertise, des locaux pour ça, bref, donc montrer donc entre soin et politique, il y a d'un côté donc une cité possible du soin qui met apparemment l'accent sur la relation, mais en fait dont on va s'apercevoir que très vite, même les institutions de soins au sens technique précis du terme ont besoin de politique. Et de l'autre côté, parler en fait d'un prendre soin de la cité, ce que ça questionne, c'est effectivement comment l'idée de soin, elle éclaire, comment dire, l'idée que nous pouvons nous faire de ce qu'est la politique. Et ce que je voudrais faire, donc je finirai là-dessus tout à l'heure, sur une idée en fait assez simple, hein, c'est de se poser simplement la question, dans notre tradition politique, notre tradition républicaine, nous avons mis, comment dire, au fronton en fait de nos idéaux, l'idée de l'égalité, l'idée, comment dire, de la liberté, donc des aspects très importants aussi quand on pense aux soins. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'accès, comment dire, du point de vue de l'égalité aux soins? Qu'est-ce que ça veut dire un accès, comment dire, cette fois-ci, enfin, une manière de ménager la liberté des acteurs dans le champ du soin? Et quand on pense aux hospitalisations sous contrainte, c'est une question en fait qui se pose. Hein. Et puis, et moi c'est là-dessus que je voudrais terminer tout à l'heure, enfin, je dis maintenant, comme ça si vous êtes fatigué, vous aurez déjà la conclusion, hein. C'est la question de la fraternité. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, comment ce drôle de concept, qui est étrange quand on y réfléchit, en fait, dans notre devise, comment dire, républicaine, ce concept de fraternité qui n'est pas de l'ordre des droits. Hein. Comment dire, la fraternité, ça ne se commande pas. Hein. Et pourtant, elle met l'accent sur une certaine façon de qualifier le lien social et le lien politique, qui dit que si, d'une certaine façon, dans nos relations sociales, la dimension du soin n'est pas présente, n'est pas insistante, d'une certaine façon, eh bien, ce social meurt. Et donc, il y a là quelque chose d'assez paradoxal dans l'idée de fraternité, et plus globalement, en fait, dans l'idée du soin. On est devant cette idée, enfin, nous faisons toute l'évidence que si aucun de nous ne bénéficiait, en fait, de relations de soins, il en mourrait. Je dis relations de soins, je ne dis pas nécessairement d'activité tout de suite thérapeutique, même si aussi il y a cette dimension du thérapeutique. Donc, il en mourrait, mais assez étonnamment, ces dimensions, en fait, de soins dont nous découvrons que dans l'intimité du quotidien, elles sont nécessaires, eh bien, nous les négligeons. Faisons comme si, d'une certaine façon, elles étaient secondaires. En tout cas, elles sont au moins minorisées, voire parfois même invisibilisées. Et donc la question qui se posera, c'est ça, c'est comment rendre visible cette dimension. Donc mon propos, vous voyez, on l'a rappelé en commençant, donc on va se décliner en 3 temps, hein, c'est assez scolaire, hein, je m'en excuse, parce qu'il y a les cités du soin, mais il y a aussi les cités scolaires, moi je suis plutôt de ce milieu-là au départ, hein, ou la cité universitaire, mais donc nous on est formés à faire des plans en 3 parties, donc je vais faire le plan en 3 parties, hein, mais au-delà en fait de l'aspect purement formel, ce que je voudrais faire, donc c'est, premier temps, donc effectivement, penser ce qu'est une cité du soin, enfin ce qu'elle peut être. Hein. Dans un deuxième temps, inverser le propos, c'est-à-dire évidemment, qu'est-ce que c'est, comment dire, qu'un lien, enfin un prendre soin de la cité, ou plus précisément pourquoi on peut associer soin et cité, et puis je dirais sur ces questions en fait, de fraternité que j'évoquais. Alors je commence sur mon premier point, donc la question donc, de la cité du soin. Alors, il faut quand même faire là encore une petite remarque, enfin, je reviendrai là-dessus encore un tout petit peu tout à l'heure, mais je la fais quand même déjà là. Hein. Quand on pense la politique, il faut souvent s'interroger sur les modèles enfin, qui nous servent à penser la politique. Mais je crois que quand on pense le soin, il faut faire la même chose. Alors, tout à l'heure, je vais réfléchir sur la question des modèles qui nous servent à penser la politique, c'est-à-dire en fait pourquoi, quand on veut penser l'action politique et la figure de l'acteur politique, ce qu'on appelle le politique, hein, qui peut être aussi une femme, hein, ce qui est en jeu, on prend souvent des images, hein, en tout cas des paradigmes. Alors,
Et parmi ceux-ci, il y a le paradigme du médecin. Le politique serait comme un médecin. Donc il y a ça. Donc il y a ce premier paradigme. Le paradigme, donc, si vous voulez, du médecin pour penser l'agir politique. Mais il y en a un second, qui est le paradigme parental. Et donc à ce moment-là, on peut penser le politique comme un grand-père, comment dire, ou une mère, ou un grand frère, ça dépend, comment dire, les régimes politiques. Mais en tous les cas, la figure du parental, elle est intéressante aussi, parce qu'elle questionne le fait de savoir si effectivement on peut penser le politique à partir de ces figures, parce qu'elles peuvent avoir aussi douteux, les figures en fait du parental, dans ce cas-là, elles peuvent encourager des approches très paternalistes, ou maternalistes, si on veut, maternantes. Bon. Mais au-delà même de ça, penser le soin à partir de la relation parentale, eh bien, ça dit autre chose, effectivement, du fait que bien, les parents ne sont pas des professionnels comment dire, du soin, mais néanmoins sont les premiers donneurs de soins, bon gré mal gré, de cette façon, avec cette difficulté qu'ils n'ont pas nécessairement appris. Il n'y a pas d'école des parents, même si je sais qu'il y a des associations qui portent ce nom, mais en même temps, de cette façon, c'est les parents qui, les premiers, nous sécurisent dans l'existence, et nous insécurisent. On fait les deux expériences. Donc la question que ça pose, c'est quand on veut penser le soin, si effectivement on éclaire le soin avec la petite lunette, si vous voulez, du politique, ou avec la petite lunette en fait, du parental, ça donne des colorations très très différentes. Il faut y être un tout petit peu attentif, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En tout cas, pour le moment, je m'arrête sur le premier point, donc l'idée de cité du soin. Alors, ce qu'il faut ici effectivement pointer, c'est que dans nos cultures, au moins, et depuis quelques siècles quand même, dans nos cultures, bien, le soin est devenu progressivement une affaire de professionnels. Parce qu'en fond, dans le soin, s'engagent deux choses. Il s'engage, comment dire, une forme de compétence et une forme d'expertise. La dimension de compétence, elle nous est, comment dire, donc pour moi je distingue compétence et expertise. Ça mérite bien sûr d'être justifié, mais si vous voulez, donc l'expertise, elle met l'accent, si vous voulez, sur la maîtrise des moyens, adaptés en vue d'eux. Donc les moyens les plus adaptés, les plus justes, enfin en tout cas les plus justes, les plus efficients, comme on dit aujourd'hui, pour réaliser, comment dire, un but donné. Et donc de ce point de vue, il y a une expertise soignante. Et pour que cette expertise soignante puisse avoir lieu, eh bien, elle suppose un certain nombre d'exigences, ou un certain nombre de contraintes. Bien, il faut que le soin, dans cette perspective, soit spécialisé, technicisé et professionnalisé. Je vais revenir sur ces trois termes dans quelques instants. Mais l'expertise, ce n'est pas la même chose que la compétence. Donc je le redis, l'expertise, elle travaille sur la forme des moyens les plus adaptés en vue de l'objectif visé. La compétence, elle, en tout cas je propose cette distinction, la compétence, elle travaille en fait sur la recherche des fins. C'est qu'en fait, c'est une interrogation sur les fins à viser. Autrement dit, ce que fait par conséquent la compétence, c'est la capacité d'exercer une forme de réflexivité à l'égard de son expertise. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. C'est exercer une réflexivité à l'égard de son expertise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, je peux être expert concernant en fait les moyens dans un domaine donné. Je peux être expert, comment dire, en chirurgie, comment dire, neuronale, enfin neurologique, ou je peux être expert en cardiologie, ou je peux être expert dans la pose en fait d'un pansement. Il y a une expertise, bien évidemment, mais la compétence, c'est à un moment donné de savoir si le traitement de la situation que j'ai en face de moi ne pose des enjeux que techniques. C'est-à-dire qu'en fait, la compétence, c'est la capacité à faire entendre que dans un contexte, les enjeux qui se posent à nous peuvent être techniques, mais peuvent être aussi d'un autre registre. Ils peuvent être éthiques, ils peuvent être politiques, ils peuvent être
convictionnel, religieux, enfin ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, on complexifie. Donc ce qui veut dire aussi que parfois la compétence, ça peut signifier aussi de renoncer à être un expert. C'est-à-dire qu'en fait de résister à la logique de l'expertise qui voudrait penser que les problèmes humains ne sont que des problèmes techniques ou scientifico-techniques. Et donc, de cette façon, si l'éthique, elle peut avoir une fonction, si on veut l'instrumentaliser, excusez-moi de dire comme ça, mais puisqu'on est dans un espace éthique, je le dis, j'en profite ici en passant. Hein. Donc, si l'éthique, elle a, comment dire, un rôle de cette manière, c'est de nous permettre de réinstaller le souci, comment dire, de l'expertise dans la réflexivité sur ce que c'est que nos compétences et nos capacités de juger, au fond. Bon. C'est-à-dire, en fait, de ne pas être pris, si vous voulez, dans la, je veux dire la spirale, dans l'inertie, en tous les cas, de nos systèmes techniques, de nos systèmes techno-scientifiques, qui, effectivement, ont tendance en permanence à nous faire poser les problèmes qu'en termes de moyens, ou qu'en termes d'efficacité, ou qu'en termes techniques. On voit très très bien sur les questions de la fin de vie, mais il n'y a pas besoin de penser qu'à la fin de vie. Dans l'essentiel de nos existences, quelle qu'elle soit, cette question-là se pose. Dans le champ éducatif, prenez le champ éducatif, c'est le même problème. Hein. Je peux vouloir travailler sur... Enfin bref, je ne multiplie pas les exemples. Mais donc si on dit ça, au fond, la cité du soin, eh bien, elle est l'expression, effectivement, du fait que le soin, on a pu progressivement en faire l'objet d'une forme d'expertise. Et d'une certaine façon, je crois que l'intérêt de notre moment du temps, qui fait que, bien, on a vu fleurir depuis un certain nombre d'années en fait, des espaces éthiques un peu partout, ça dit quelque chose du fait que nous réinstallons à l'intérieur en fait, du monde du soin et plus particulièrement en fait, de la santé, le fait que bien, les problèmes en fait, sanitaires ou les questions de soins ne sont pas que des problèmes techniques. C'est-à-dire que, pour le dire encore autrement, si vous voulez, nous avons l'histoire enfin, de notre système de soins depuis 40 ans ou depuis 50 ans, si on veut, c'est, comment dire, l'histoire d'une amélioration incroyable de la performance du point de vue des moyens. Autrement dit, nous avons accru, comment dire, notre expertise du point de vue de la rationalité des moyens. Et on aurait pu croire que, parce que nous avons accru la rationalité des moyens, nous avons en même temps augmenté, j'allais dire, notre capacité à penser ce qu'on pourrait appeler la rationalité des fins. En fait, nous ne sommes pas forcément devenus plus raisonnables parce que nous sommes devenus plus rationnels. Et finalement, les enjeux en fait, éthiques, ce qu'ils font, c'est réinstaller précisément, une tentative du raisonnable dans le champ en fait, du rationnel. Alors, qu'est-ce qui est rationalisé du point de vue en fait, du soin? Je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est rationalisé, c'est le fait que le soin, progressivement, eh bien, il a été spécialisé, technicisé et professionnalisé. Donc, je voudrais commenter ces trois mots. Trois mots qui, à leur façon, disent quelque chose de l'histoire de la professionnalisation, justement, des métiers du soin. Je me concentre ici sur les métiers du soin dans le contexte sanitaire. Mais on pourrait aller du côté de l'éducation spécialisée. Par exemple, on pourrait aller dans d'autres champs. Je les laisse de côté, non pas que je les ignore, mais parce que je ne peux pas tout dire. Donc, qu'est-ce qui est en jeu en fait sur ces trois traits? Donc, la question de la spécialisation, la technicisation et celle de la professionnalisation. Bien, pour moi, il y a deux types d'enjeux. Il y a des enjeux, bon, je vais utiliser ce terme, des enjeux épistémologiques et il y a des enjeux organisationnels. Bon, sans être... quand je dis épistémologique, c'est-à-dire que c'est une certaine théorie de la connaissance, pour faire court. Vraiment pour faire court. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si le soin peut devenir, une affaire d'expertise, parce que nous avons installé notre manière de prendre en compte les figures de la vulnérabilité, eh bien, dans des interprétations, dans des manières en fait, de poser les problèmes, en fait,
qui suppose un certain type de savoir. Donc, je vais essayer de le dire autrement, parce que je ne veux pas vous embêter avec ce terme d'épistémologie. Si vous voulez, finalement, ce qui domine dans la pensée occidentale depuis 3 siècles, eh bien, c'est progressivement un type d'intelligence qui consiste à dire, eh bien, arrêtons d'être dans des intelligences de type interprétative pour aller vers un type d'intelligence qui sont plutôt des intelligences de type analytique. Dans mon jargon, si vous voulez, je dirais, nous sommes passés d'une intelligence, comment dire, qui déchiffre à une intelligence qui décode. Alors ça ne va pas vous parler plus que ça, si je le dis comme ça, hein, mais je vais le dire encore autrement. Hein. Quand je dis intelligence qui décode, hein, c'est vrai pour le code génétique, enfin par exemple, si on pense à la médecine génétique, mais c'est vrai pour l'ensemble en fait, des réalités qu'il s'agit d'appréhender, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence qui décode? Donc c'est une intelligence qui pense que pour traiter un problème, il faut le couper en autant de petites parties que nécessaire pour que analytiquement, eh bien, on ait l'ensemble des éléments, comment dire, à notre disposition pour pouvoir les traiter et ensuite les maîtriser et éventuellement les transformer. Bon, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai dit que c'est un mouvement en fait, depuis 3 siècles au moins, en fait, c'est ce qui s'est passé, alors si je reste dans le champ de la médecine, hein, c'est ce qui se passe lorsqu'à un moment donné, finalement, vous dites, finalement, le vivant, enfin le corps humain, enfin, ce qui fait l'animation de notre corps n'a pas besoin, pour pouvoir d'être expliqué, d'en invoquer des principes métaphysiques. C'est que finalement, le fonctionnement du corps n'a pas besoin d'appeler l'idée d'âme pour pouvoir rendre compte de sa logique. L'âme, c'est éventuellement un mystère qu'on peut vouloir tenter de déchiffrer. La mécanique du corps, c'est une énigme qu'il s'agit d'apprendre à décoder. Alors on peut changer d'échelle, hein, on peut travailler à l'échelle des organes, on peut travailler à l'échelle des tissus, on peut travailler à l'échelle des cellules, on peut travailler à l'échelle, comment dire, du moléculaire, peu importe, on peut à l'échelle des populations, si on va de la santé publique jusqu'à la génomique, mais quelles que soient finalement ces échelles, à chaque fois, finalement, on déploie une intelligence qui décode et qui, pour pouvoir être efficace, segmente. Donc, ou pour le dire autrement, émiette. C'est capital, hein, parce que ça, c'est ce qui permet, justement, la spécialisation. Donc, l'intelligence qui décode, épistémologiquement, elle construit un cadre qui permet, effectivement, que pour chaque problème, on ait un spécialiste. Avec le risque que chacun devienne le spécialiste d'une miette. Et donc, la question qui se pose, c'est où se fait la synthèse? Où mange-t-on du pain, si on ne veut pas manger que des miettes? Bon, c'est qu'une image indiscutable, mais en tout cas, la question est là, c'est où se fait la synthèse? En tout cas, si je résume, donc, la spécialisation, elle repose donc d'abord épistémologiquement sur une appréhension en fait, des problèmes humains comme des problèmes qui peuvent être analytiquement comment dire, isolés et traités. La conséquence de ça, eh bien, c'est ce que ça prépare non plus du point de vue théorique, mais du point de vue des mises en œuvre. C'est qu'en fait, ce que théoriquement, enfin, cette théorisation, du point de vue de la mise en œuvre, eh bien, elle prépare ce que j'appelle une forme la technicisation. C'est qu'en fait, ce qui est en jeu ici, c'est quel type de technique est préparé et rendu possible par cette intelligence analytique. Eh bien, précisément, enfin, ce qu'il s'agit de dire ici, mon propos n'est pas technophobe, hein, pas plus qu'il n'est technophile, hein, mais ce qu'il s'agit de dire ici, c'est qu'effectivement, le choix en fait, des techniques que nous allons comment dire, mettre en œuvre dans un service de soins, ce choix d'une technique, il est cautionné par une intelligence qui est essentiellement une intelligence analytique. Et donc, dans notre système médical, eh bien, quelle est l'expression de ça? C'est l'expansion généralisée, en fait, de la culture, comment dire, de la numération, hein, globulaire, si vous voulez, c'est la question du système de la biologie, comme antichambre de la chambre d'hôpital, si vous voulez. Mais c'est vrai du point de vue, en tout cas, du statut des biologistes, mais c'est vrai aussi du point de vue de l'exacerbation, comment dire, du regard optique, enfin, en tout cas, d'une approche optique de l'homme malade, enfin, de l'humain malade,
autour notamment de l'idée de voir pour savoir. Et c'est le grand idéal en fait de l'imagerie médicale, hein, depuis les images de la radio jusqu'à l'IRM, voire plus. Hein, bon. Mais cette fascination, enfin, on dit, c'est important de dire que nos techniques, qu'on dit, ne sont pas que des moyens, elles sont aussi l'expression d'une manière de poser des problèmes. Et je dirais, ce qui est assez incroyable, c'est que ce qui est vrai du point de vue du type d'intelligence médicale qu'on produit, ça va avoir aussi des effets sur le type d'intelligence de l'organisation du soin que ça va produire. Et là, j'arrive sur le troisième aspect, sur la question en fait des professionnels. Les professionnels de la santé, comment dire, ben, ils le sont parce que, d'une certaine manière, ils sont légitimés en tant que maîtres d'une forme d'expertise. On dit, de quoi suis-je le professionnel? Eh bien, je suis le professionnel d'un type d'expertise que je peux revendiquer, et plus que revendiquer, je peux même certifier conforme, diplômé d'État, hein, ou reconnu par le Conseil de l'Ordre, parce que vous savez qu'en fait, certifié conforme. Donc cet aspect-là, il est important parce qu'effectivement, on définit à ce moment-là, dans le champ des activités, ben, une sectorisation dont on peut vouloir revendiquer, effectivement, qu'on en est, pas forcément le propriétaire, en tous les cas, ça c'est mon domaine. La question étant, comment on fait revenir de la compétence hein, dans ce champ en fait, de l'expertise. Je reviens pas, j'arrive pas encore tout de suite là-dessus. Ce que je veux pointer, c'est que si on dit qu'un professionnel, dans le cadre en fait d'un système de soins qui repose sur cette intelligence analytique que j'ai développée, eh bien, on a donc des professionnels segmentés, spécialisés. Donc on a c'est des spécialités, précisément, dans le champ de la médecine, par exemple. Mais du côté du soin infirmier, ça va être la même chose, c'est qu'on va revendiquer une expertise soignante. Mais parce qu'il s'agit d'exister en disant, voilà, il y aurait les techniciens et il y aurait en fait, les soignants. C'est un drame pour les médecins. C'est aussi une vraie question pour les soignants. On en reparlera peut-être. Mais ce qui est en jeu ici, c'est que si on parle de professionnels, eh bien, ce qui se pose ici, c'est que le soin, bien, en tant qu'il est une affaire de professionnels, eh bien, il est rattrapé par toutes les logiques qui concernent le travail. Et en l'occurrence, les logiques qui concernent le travail, c'est la question du fait que, bien, on a une forme de collaboration engagée autour des soignants. Or, qu'est-ce que nous avons inventé, finalement, dans nos manières de penser l'organisation du travail? Eh bien, je vous soumets, comment dire, bien évidemment, c'est qu'une hypothèse, et elle est tout à fait faite pour être discutée, hein, mais ce que nous avons inventé, c'est que finalement, nous transposons dans nos manières d'organiser, comment dire, le travail, eh bien, le type d'intelligence que nous avons déployé dans la manière de cautionner théoriquement le travail. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça, je le traduis autrement. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau type, comment dire, de savoir théorique qui arrive dans la cité du soin. Ces savoirs théoriques, c'est ces sciences qu'on appelle les sciences de gestion. Et les sciences de gestion, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont progressivement inventer? Eh bien, c'est l'idée, effectivement, qu'on peut structurer le monde, en fait, du soin comme un monde du travail, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de ce qui s'y fait soit coordonné rationnellement. Coordonné rationnellement. Et c'est très intéressant parce que si vous coordonnez rationnellement, bien, vous permettez, c'est la fin visée, nous l'espérons, la continuité d'un service de soins, hein, parce que vous allez coordonner, hein, et en même temps, parce que vous le coordonnez, eh bien, vous savez qui fait quoi à quel moment, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi faire un suivi, comment dire, économique, hein, des activités dispensées. Bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais ce qui se passe autour de la T2A, hein, ce qui s'est engagé autour de la tarification à l'activité, de certaine façon, c'est l'irruption dans le champ du soin des sciences de gestion qui pensent essentiellement le soin à partir d'une approche analytique. Le soin, ça se décode, y compris en termes de gestion. Alors là aussi, quel type de techniques sont au service, comment dire, de cette approche, comment dire, du travail de soin? Alors,
moi ce qui m'intéresserait, enfin, de ce point de vue, ça sera de vous écouter là, tout à l'heure, hein, c'est, de mon point de vue, ce qui me semble intéressant de creuser, c'est les effets induits sur notre manière de penser le travail de soins, eh bien, de l'informatique et des tableurs Excel, notamment. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur la manière de se représenter son travail, de le décrire et d'en rendre compte. Et finalement, en valorisant finalement, ces logiques du tableur et avec des indicateurs, comment finalement, de cette manière, on valorise des approches comptables et on supprime tout ce qui fait que le travail est le travail, c'est avec les dimensions narratives. Alors bon, je ne développe pas ça, mais ce que je veux ici pointer, c'est que effectivement, le travail de soins devenu une activité professionnelle, eh bien, il est rattrapé par, par une logique qui n'est pas propre au milieu du soin, hein, sanitaire, je veux dire. Hein. Nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui dans le champ de l'éducation spécialisée et même du milieu universitaire. Hein. Au sens, quand on doit rendre compte de nos activités à l'université, on est devant aussi aujourd'hui, nos tutelles, c'est les contrôleurs de gestion et c'est... bon, bref, je ne développe pas. Mais donc, c'est très important parce que ce que ça pointe, hein, ça pointe effectivement que eh bien, le monde, la cité du soin, est en fait prise dans une tension dans la manière de penser la collaboration entre, d'un côté, le souci de coordonner rationnellement des activités et le fait que le travail, c'est aussi de la coopération. Et donc cette tension-là, entre coordonner et coopérer, elle est capitale. Parce que d'une certaine façon, la coopération, elle porte sur le vif du travail. C'est-à-dire que c'est le fait que les acteurs du soin, ben précisément, sont des acteurs et pas des agents. Regardez le vocabulaire hein, qui sert à parler, au fond, de ceux qui sont les membres de la communauté soignante. Si vous dites agent ou si vous dites acteur, vous ne dites pas la même chose. Quand même. Mais en tous les cas, donc, il ne s'agit pas pour moi donc, de dire qu'on n'a pas besoin d'objectiver un certain nombre d'actions ou d'interventions, donc autrement dit la dimension de rationalisation ou d'objectivation des interactions, elle est utile précisément, je disais, pour stabiliser, penser des formes de régularité et de continuité des services, mais le souci de coordonner, c'est un moyen au service d'une fin. Et la fin, c'est les formes de coopération sociale hein, entre soignants, mais aussi des soignants à l'égard, comment dire, de ceux qui soignent, hein, et réciproquement. Alors c'est capital parce que si on pense à ça, eh bien on s'aperçoit que finalement la cité du soin se retrouve aujourd'hui contaminée, si j'ose cette expression, tout à fait discutable bien sûr, par des logiques qui sont transversales, qui ne sont pas le propre à la cité du soin. C'est-à-dire que nous sommes globalement dans une culture qui rationalise, optimise, produit de l'efficience, quels que soient les domaines. Finalement, nous traitons l'ensemble des affaires humaines comme si elles n'étaient que des problèmes techniques. Donc nous avons, si vous voulez, importé les modèles issus du traitement des sciences de la matière, hein, des matériaux, si vous voulez, eh bien, pour les appliquer aux humains. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient malades, qu'ils soient vieillards, qu'ils soient... Même la culture. Même la culture. Donc ça c'est le premier élément. Donc pensez à ça. Donc nous sommes devant des questions en fait transversales. Autrement dit, la cité du soin n'est pas une cité étanche, c'est ça que je veux dire, à des questions qui sont, donc je disais, transversales. Et donc si tel est le cas, eh bien effectivement, il faut questionner ce qui se joue au dehors. Si je parle comme ça. Je suis un peu long en fait. Non, ça va? Vous suivez jusqu'à présent? J'évite de jargonner, mais s'il faut que je jargonne, pour être plus sérieux, vous me dites, hein, je sais faire. Hein. Oui, ce que je voulais quand même dire pour terminer sur la question en fait, de sur la cité du soin, c'est que si on admet effectivement que cette cité elle est traversée, comment dire, par des logiques qui la dépassent, ces logiques, elles sont pas simplement organisationnelles, hein, elles ne sont pas uniquement techniques, elles sont aussi
comment dire, économique. Et de ce point de vue, mais ça je vous livre purement une hypothèse, hein, c'est tout à fait discutable, hein, mais de ce point de vue, il y a pour moi aujourd'hui un élément en fait, qui m'interroge, c'est ce qui paraît être à la fois extraordinaire et à la fois quelque chose qui peut être très inquiétant, c'est l'irruption au cœur de la cité du soin du souci de la personne. Mais en fait, je ne voudrais pas vous réjouir trop vite, hein, autour du concept de médecine personnalisée. Avec, vous voyez, donc, bon, moi je viens de Lyon, Lyon c'est microbiote, c'est bientôt le vaccin personnalisé, vous voyez ce genre de trucs. Hein, enfin, en tout cas, je vois le business que ça peut permettre. Mais ce que je trouvais ici pointé, c'est comment, en fait, autour de la question de la médecine personnalisée, donc ce qu'on appelle parfois la médecine des 4P, hein, si ça vous cause, hein, donc une médecine de précision, une médecine, comment dire, les 4P à chaque fois je me mélange, hein, c'est quoi, elle est préventive, elle est prédictive, elle est personnalisée, elle est participative. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait comment cette médecine personnalisée, qui paraît être le retour en fait de la personne dans le champ du soin, est en fait assez paradoxalement une médecine sans personne. Parce que précisément, la médecine qu'on dit personnalisée, aujourd'hui on a notre expression, on se met à parler de médecine de précision, hein, assez étonnamment, c'est une médecine qui se concentre une fois encore sur la rationalité des moyens, en disant bah, cette fois-ci on va avoir le truc qui dit le plus que vous êtes, mais sans vous. C'est dépistage génétique par exemple, la cartographie génétique je veux dire. Et donc la question qui se pose, enfin, c'est un vrai défi, c'est qu'autour de la médecine, comment dire, dite personnalisée ou de précision, eh bien, le vrai défi, c'est de nouveau comment on articule expertise et compétences, c'est-à-dire comment on réinstalle ou fait en sorte que cette médecine dite personnalisée soit en même temps, si j'ose dire, personnalisante. Et si on veut avoir un esprit critique, un peu ronchon, je le serai 2 secondes, même si j'ai une bonne nature, hein, en fait, on s'aperçoit que finalement cette médecine dite personnalisée est essentiellement une médecine qui relève, comment dire, d'un standard économique qui consiste en inventant une technique ciblée, eh bien, permet un nouveau marché du soin, qui est une marchandisation de l'intime. Une marchandisation de l'intime, c'est-à-dire qu'on cible pour un public à chaque fois particulier, mais de telle sorte, mais sans le sujet. Puisqu'en plus on peut faire le diagnostic sans vous. On saura d'ailleurs même mieux que vous ce qui est peut-être sinon bon pour vous, en tout cas ce que vous avez. Donc un défi, pour moi c'est un défi éthique et politique, hein, c'est comment faire en sorte, enfin, comment ne pas céder à la passion, comment dire, des moyens, et comment faire en sorte que ce qui est personnalisé soit en même temps personnalisant. Enfin, c'est une question éthique. Je renverse la perspective, hein, parce que vous voyez, donc finalement on n'est pas loin des questions éthiques, enfin des questions politiques et économiques dans ce qu'on vient de voir. Donc j'arrive au deuxième point de mon exposé, donc sur cette fois-ci, donc j'emprunte ce titre finalement à Michel Foucault sur l'idée qu'il faudrait soigner la société. Il faudrait soigner la société. Donc c'est la question donc, justement d'une thérapie la politique pensée comme une thérapeutique. La politique pensée comme une thérapeutique. Alors ici, donc, je change de perspective, puisque tout à l'heure, j'avais une approche qui consistait à avoir une approche minimale du soin, c'est-à-dire que le soin, c'est une affaire d'experts. Et maintenant, je propose une approche extensive, qui consisterait à dire, eh bien, on peut faire du soin un objectif pour tous. Voire, et c'est la question, c'est peut-on faire du soin une politique? Peut-on faire du soin une politique? Alors, ici, la question, elle est d'abord de type métaphorique. Ou plus précisément, est-ce que, quand on dit la politique est un soin, est-ce que c'est qu'une métaphore
ou est-ce que c'est une manière d'enrichir la compréhension en fait que nous avons de ce qu'est vivre ensemble? Alors, je pourrais le prendre, mon deuxième temps ça va être plutôt sur la question de cette métaphore, peut-être que métaphore, et puis le deuxième temps, je finirai là-dessus sur la question de comment ça renouvelle, ça peut renouveler notre compréhension en fait de ce que c'est que le social. Alors, première idée, il faut le redire, c'est pas nouveau, qu'on pense les relations du soin et de la politique. C'est, je veux dire, aussi vieux que la politique ou aussi vieux que le soin. Je sais pas, c'est selon. En fait, de quoi est-il question? Eh bien, il y a une réflexion, en fait, enfin, d'une analogie entre les relations que le médecin, on va dire le soignant, entretient avec le corps et la relation que le politique entretient avec le corps social. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en question ici, c'est ce qu'on peut appeler les métaphores de l'organisme qu'on exporte dans le champ du politique. Et donc ces métaphores sont extrêmement nombreuses. J'avais fait une petite liste, je vous les rappelle comme ça parce qu'elles sont amusantes. Hein. Bon, elles viennent au moins depuis Platon. Hein, au moins depuis Platon, et bon, Platon très influencé par, comment dire, le corpus hippocratique. Hein, et donc, et avec le corpus hippocratique, une idée très importante, c'est la découverte de la possibilité, comment dire, d'une rationalisation de l'intelligence du corps. C'est qu'en fait, c'est le début, comment dire, de la médecine qui n'est plus une médecine d'influence, c'est plus du chamanisme, mais c'est une médecine en fait qui, pour pouvoir être efficace, déploie une intelligence des signes cliniques, médecine au chevet des malades. Et donc la grande force en fait d'Hippocrate, c'est de montrer que sous le désordre, il y a de l'ordre. Et cet ordre, c'est des lois qu'on peut faire apparaître, des lois d'équilibre entre les humeurs. Vous connaissez ça mieux que moi. Cette idée-là, qu'un corps sain, c'est un équilibre entre des humeurs, eh bien, elle va avoir comme idée, parce qu'elle va supporter l'idée que la fonction, d'une certaine manière, en fait, du médecin, c'est de veiller au bon équilibre du corps. Veiller au bon équilibre du corps. C'est-à-dire que finalement, le médecin n'est pas quelqu'un qui bouleverse l'ordre de la nature, c'est celui qui le comprend et qui l'accompagne, voire parfois l'accélère, mais ne le bouleverse pas. Alors quel est le concept central pour cette idée chez Hippocrate? C'est le concept de régime. Faire en sorte que ce qui rentre et ce qui sort, entre ce qui est chaud, ce qui est froid, etc., bien, ça soit un bon étiage, si l'on peut dire. Concept de régime, vous voyez bien avec mes grands sabots, c'est un concept de philosophie politique. Qu'est-ce qu'en fait Platon? La grande question de Platon dans la République, c'est quel est le meilleur régime politique? Quel est le meilleur régime politique? C'est-à-dire, quand on fait de la politique, comment pense-t-on l'équilibre entre les humeurs, si l'on peut dire? Parce que, eh bien, il y a de la violence, il y a de la démesure, il y a ce qui rentre et ce qui sort. Donc c'est l'idée que, d'une certaine façon, la politique est comme une diététique autour d'un travail de juste mesure des équilibres. Mais je dirais, ça commence avec... Enfin, ça commence. Je prends la figure de Platon, mais on pourrait continuer comme ça, je veux dire, je ne veux pas dire à l'infini, mais très loin. Au moins pour mémoire, il y a des hommes politiques, il n'y a pas très longtemps, qui se sont dit, mais finalement, est-ce que notre fonction, ça ne serait pas de résorber la fracture sociale? Si vous vous rappelez un discours de Chirac, est-ce qu'il ne faudrait pas lutter contre le cancer du chômage? Ne serions-nous pas victimes de nouveaux virus autour des virus informatiques? Enfin bref, on a une métaphorisation complète du social à partir des métaphores de l'organisme et des pathologies. Donc c'est pas nouveau cette histoire. La question est de se demander dans quelle mesure le soin, la figure de soin,
qui est une figure un peu particulière hein, par rapport à celle en fait, du médecin, hein, mais en quelle mesure la figure du soin, elle peut être aussi intéressante pour penser la politique. Parce que quand on dit le soin, on ne convoque pas la figure du chirurgien ou la figure, comment dire, du médecin de santé publique, bon, ou du médecin de famille, ou aujourd'hui, ça serait intéressant, j'ai oublié, dans ma liste, il y a aussi les maladies de société. Ce concept assez étonnant, hein, de maladie de société. C'est-à-dire que de cette façon, le corps social produirait un certain type de pathologie. C'est une vraie question, enfin, du moins pour les psychiatres, mais aussi pour nous tous. Hein. C'est que ce qui est en jeu, c'est comment le type d'organisation sociale qui caractérise en fait une société donnée, eh bien, comment ce type d'organisation, à un moment donné, produit des êtres qui ne sont pas capables de pouvoir se tenir dans cette organisation. Je vous propose un certain nombre je vais donner 2-3 exemples, hein, tout à fait discutables. Je ne suis pas clinicien, donc c'est peut-être purement hasardeux. Dans les sociétés comme les nôtres, si vous voulez être complètement adapté, vous avez intérêt, comment dire, à être, du point de vue de vos capacités cognitives, très susceptible d'être réactif. Parce que nous sommes des sociétés hyper connectées, on le dit, mais dans lesquelles, si vous déconnectez très très vite, vous êtes au moins marginalisé. Question qu'on peut se poser, est-ce que ça n'est qu'un hasard de circonstances, que dans une société des réseaux, la maladie qui apparaît comme une épidémie dans nos sociétés, c'est les maladies des pannes réseau. Je pense à l'Alzheimer. Comment se fait-il, hein, je nous pose la question, peut-être que c'est complètement hasardeux, mais ça interroge du point de vue de la prise en charge justement de ce type de malade. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, quel type d'ambiance sociale nous produisons qui fait que de cette façon, quand on n'est plus capable d'être dans ce type d'ambiance, eh bien, on est pathologisé de cette façon. Je prends un second exemple. Dans une société en fait, de l'hyperréactivité, où il s'agit en permanence d'être en veille, en fait, qui est le plus malade? Celui qui déprime, ou qui burn out, comme on dit aujourd'hui, ou celui qui arrive à se maintenir, comment dire, dans le caractère trépidant des interactions qu'on lui maintient. Bon, je pense ici à des analyses d'Hartmut Rosa en particulier, hein, sur les sociétés de l'accélération. Hein. Donc comment dans les sociétés de l'accélération, comment on tient le rythme? Et de cette façon, comment fait-on pour retrouver le temps dans une société dans laquelle en fait, il n'y a plus de temps? Il y a deux solutions. Hein. Soit vous prenez des amphétamines, soit vous déprimez. La dépression, c'est une expérience du temps retrouvé. C'est des manières, la dépression faible. Hein. Je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas faire une apologie de la dépression, mais ça questionne quand même. En tout cas, ce concept de maladie de société, hein, je pense au livre de Renberg, par exemple, La fatigue d'être soi, des choses comme ça, hein, sont autant d'interrogations qui questionnent le fait qu'effectivement, on peut porter un regard, comment dire, politico-social sur nos sociétés, qui fait qu'effectivement, de cette manière, il y a le social secréterait de la pathologie. Hein. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres ou psychanalystes parmi nous, mais c'est assez intéressant de voir que la Vienne 1900, où émerge la psychanalyse freudienne, comment dire, elle est marquée par une société hyper patriarcale, très contrôleuse, comment dire, de la vie et la libido des sujets, et on produit dans ce contexte-là des névroses. Il y a pas mal d'amis psychiatres, psychanalystes qui me disent on aimerait bien en voir plus des névrosés. C'est plus ça qu'on voit. On voit les déprimés. C'est pas pareil. Bref, je développe. Donc ça c'est le premier élément. Donc on peut penser la cité du soin donc à partir en fait de cette figure, enfin, de cette analogie en fait entre le médecin et le politique. Alors on peut aller plus loin là-dessus. J'en suis où? Parce qu'en fait je ne voudrais pas non plus trop long. J'ai encore combien de temps? 20 minutes. 5 minutes? Bon. 20 minutes. 20 minutes. Ah bah ça va. D'accord. Bon, vous tenez encore le coup? Bon. Alors, donc je voudrais finir sur cette deuxième partie. En fait, ce qui est en question ici, en fait, sur ces liens entre le politique et le médecin, hein, autour de la figure du médecin, c'est
quel type d'intelligence nous déployons pour comprendre le corps social. Donc c'est la question d'une sémiologie, donc d'une intelligence des signes du corps social. Et là, je dirais que si on admet ce que je proposais tout à l'heure, qui consiste à dire que dans nos sociétés à la fois dominées par un paradigme à la fois technicien, utilitariste, et qui valorise une intelligence qui décode, eh bien, dans nos sociétés, en fait, si on admet que c'est le panorama de notre époque contemporaine, eh bien, où va-t-on chercher, comment dire, cette intelligence capable, cette intelligence sémiologique capable de nous éclairer dans nos choix et nos orientations politiques? Eh bien, nous avons inventé une figure pour ça. Ça s'appelle l'expertise. C'est que nos démocraties, de certaine manière, si elles deviennent des technocraties, ce qu'on leur reproche parfois, c'est précisément parce qu'elles produisent une intelligence en fait, du social qui est éclairée de manière analytique par le langage des experts. Alors, il faut, là aussi, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'experts. Donc je distinguerai, si vous voulez, entre le rôle des experts et l'idéologie de l'expertise. Mais la frontière est très subtile. Vous voyez, si on pense ce médecin politique, là, conseiller de Total, qui nous dit que les gaz échappants, vous avez entendu les petits histoires bon, ça c'est une blague. C'est une blague. C'est un clin d'œil pour dire que nous sommes ce soir en plein dans l'actualité mondiale. Mais bon, je ferme cette parenthèse. En fait, ici, donc l'intelligence des signes pour comprendre le social. Alors c'est un vieil enjeu, c'est un vieil enjeu en fait qui est un enjeu qui consiste à dire que le social c'est une mécanique qui a une rationalité et si on comprend la rationalité du social, on va pouvoir le changer. C'est la vieille tradition positiviste en France. Et donc, à côté des médecins, il y a d'autres acteurs, d'autres figures qui peuvent inspirer le politique, je le signale en passant, c'est les ingénieurs. C'est qu'en fait on peut penser. Autrement dit, et ça c'est très intéressant du point de vue des métaphores pour penser le corps social, soit vous avez des métaphores de l'organisme, soit vous avez des métaphores de la machine. Et alors, effectivement, il y a des médecins qui sont plutôt mécaniciens, et des médecins, en fait, qui sont plutôt organicistes. Mais pour forcer un peu le trait, si vous voulez, vous pouvez effectivement penser le corps social comme une machine, et donc la traiter à la manière d'un ingénieur. C'est-à-dire, en fait, bien, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est un art de décider en connaissance de cause concernant les lois de la machine sociale. Ce qu'on appellera physique sociale. Auguste Comte avait appelé ça la physique sociale. L'autre nom de la physique sociale, c'est la sociologie. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les politiques aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin de prendre de la décision en contexte complexe, eh bien, ils font appel à de l'expertise et très très souvent aux sociologues. J'ai rien contre les sociologues, il faut bien qu'ils vivent, et en fait ils nous produisent une intelligence du social, mais la grande question, pour moi, c'est pas la sociologie ou l'histoire ou la psychologie comme science sociale. Pour moi la question c'est l'usage social des sciences sociales. L'usage social des sciences sociales. Et pour le politique, c'est un vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que le politique ne soit pas dessaisi de sa capacité politique à l'égard de l'expertise. C'est un enjeu qui est majeur, c'est pour moi la différence entre expertise précisément et idéologie, enfin entre expert et idéologie d'expertise. Parce que la fonction de l'expertise, c'est effectivement d'éclairer la décision publique dans le contexte très complexe. Tout le monde n'est pas spécialiste des nanotechnologies, tout le monde n'est pas spécialiste en fait de biologie moléculaire pour comprendre les enjeux des OGM, tout le monde n'est pas spécialiste de physique nucléaire. Donc nous avons besoin d'experts qui éclairent ce qu'il s'agit de prendre comme décision concernant ce type, par exemple, de technologie, mais bon, ça pourrait être d'autres choses. Mais le défi, pourquoi nous en avons besoin? Parce qu'effectivement, ils permettent de produire une intelligence fine de la complexité des réalités en question. Donc une intelligence qui décode. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de l'expertise, c'est de définir les lieux où il y a à décider. L'idéologie de l'expertise, elle glisse
lorsqu'à un moment donné, elle laisse penser que la décision politique n'est que l'application de la déduction experte. Donc c'est la confusion, si vous voulez, entre décider et déduire. Je ne sais pas si je suis clair, mais... et ça, c'est... Donc on voit très bien que quand on parle aujourd'hui de technocratie d'un côté, ou de crise de la démocratie représentative, en fait, c'est très souvent parce que précisément la parole politique, dans ce qu'elle a, dans sa dimension volontaire, alors je suis peut-être un peu vieux, un ringard en disant ça, mais si vous voulez, si on admet que le politique, c'est pas simplement, comment dire, un type d'intelligence éclairée, mais c'est aussi une forme de volonté. Donc c'est un exercice de la volonté que la décision publique, avec ce que ça suppose comme courage, enfin une difficulté, j'en ai parfaitement conscience. Mais si on dit ça, finalement le risque, c'est de confisquer finalement la décision politique en faisant que la déduction, eh bien, d'un problème techniquement ou expertement ou avec expertise bien posé. Le problème, c'est ça en politique, c'est qu'un problème bien posé, c'est pas encore un problème résolu. C'est qu'il y a la question théorique, mais il y a aussi la question des arbitrages, de la délibération. Bon. Bref. Alors ceci dit, après, il faudrait continuer, je m'arrête là-dessus, sur ce second aspect. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces analyses, donc cette intelligence en fait de la complexité du social, dans le champ médical, ça prend une figure, notamment autour du concept de santé publique. Puisqu'en fait, avec la question de la santé publique, on n'est pas tout à fait justement dans du relationnel, enfin du colloque singulier, mais finalement, on ouvre sur la dimension justement politique des enjeux de santé. Et donc le concept de santé publique, il est intéressant parce qu'il est une sorte d'interface, justement, entre des questions éminemment intimes et des questions, en fait, qui relèvent du corps social. Et d'une certaine façon encore, ou pour le dire autrement, la santé publique, elle est finalement ce qui peut permettre, comment dire, de faire le pont, justement, entre soins et politique, parce qu'on change d'échelle, c'est qu'on passe du corps individuel, si vous voulez, à l'idée que le corps, il est une expression plus générale, en fait, du corps social. Et ça peut permettre d'expliquer, je ne sais pas si c'est une très bonne raison, mais ça peut permettre d'expliquer que l'intelligence qui décode le corps social, elle trouve avec le concept de santé publique, eh bien, une manière qui autorise ou qui légitime finalement les soignants, ou singulièrement les médecins, à considérer qu'ils peuvent avoir à dire quelque chose dans la compréhension qu'ils ont en fait du champ social. Ce que je disais tout à l'heure en commençant sur le pourquoi il y a tant de médecins qui font de la politique, par exemple. Alors donc il faudrait revenir ici sur les questions de prévention, les questions d'hygiénisme, d'éducation sanitaire, de politique, de la santé, des affaires familiales, dont on voit très bien en fait comment elles sont à cheval entre des enjeux sanitaires et d'autres, et des questions de justice. Bon. Je voudrais finir donc sur ma troisième partie maintenant, c'est sur l'idée que c'est pas aussi étanche que ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais entre la cité du soin d'un côté et le soin de la cité de l'autre. Donc j'arrive à ma troisième partie. Donc l'idée que je voudrais développer maintenant, elle est là aussi, je pense qu'elle est simple, je ne dis pas qu'elle est facile à tenir, mais elle est simple, je pense, à comprendre. Consiste à dire, en fait, qu'on est dans une structure en fait, de chiasme, de cette façon, qui consiste à dire que le soin est politique et qu'il y a une politique du soin. C'est ça que je voudrais essayer de faire entendre. Dire que le soin est politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que le soin, dans son organisation, dans sa mise en œuvre, dans son institutionnalisation, il y a des institutions. On est dedans, de cette façon, enfin, à côté, ici, non, avec la Cité du Soin, on est dedans. Comment dire bref, donc, dans son organisation et dans son institutionnalisation, donc, le soin, il est porté par un projet politique. Mais il faut raisonner aussi de l'autre côté, donc dire de l'autre côté que la politique est un soin. Ce qui est en jeu,
c'est effectivement de mettre l'accent sur le fait que la politique, elle est aussi une manière, je vais dire comme ça, une manière de prendre soin du soin, de prendre soin des relations de soin, en tout cas de les accompagner et de les soutenir. Ou pour le dire autrement, si le mot soin vous énerve, pour une part, dire que le soin, que la politique est un soin, c'est de dire finalement qu'il y a une forme dans le politique d'attention aux pratiques de coopération sociale ordinaire. Une attention aux pratiques de coopération sociale ordinaire qui font la chair du social. Qu'est-ce que c'est que les pratiques de coopération sociale ordinaire? C'est l'ensemble en fait de toutes ces interactions sociales qui ne sont pas nécessairement des interactions utilitaires. Et quand on y réfléchit, il y a quand même un très très grand nombre d'interactions sociales qui ne sont pas utilitaires. C'est ce qui fait l'intérêt de se balader en ville. Ce qui pose une vraie question quand justement les villes deviennent des smart cities, de nouveau. Quand on va remplacer ces interactions sociales par des dispositifs techniques. Vous baladez en ville, vous ne savez pas où vous êtes, vous demandez à quelqu'un, une forme de coopération sociale, on ne peut pas payer pour ça, puis vous quittez la ville, vous dites putain, ils sont vraiment sympas à Toulouse, excusez-moi, ça m'a échappé. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous quittez une ville, et en fait, vous quittez cette ville avec un certain nombre d'interactions qui n'étaient pas prévues au programme, mais qui font précisément que vous n'avez pas fait simplement que vous déplacer, mais vous avez voyagé. Bref, prendre soin des formes, et donc si vous remplacez ça par un système, informatique, effectivement, vous pouvez savoir partout où vous êtes, mais vous n'avez rencontré personne. Donc c'est un autre type de monde, ça dépend ce qu'on veut, bien sûr. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais moi je trouve que c'est intéressant, là aussi c'est la même question que tout à l'heure. Si on veut prendre soin du corps social, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on généralise un certain type de techniques plutôt que tel autre? Quand on refuse de les mettre en œuvre parce que ça devient un choix politique. Autrement dit, la question c'est la technique pour la ville, est-ce que c'est un destin ou est-ce que c'est un choix? C'est un destin qui consiste à dire on n'a pas le choix, on n'arrête pas le progrès, vous voyez, le genre de discours tout fait. Donc, au-delà en fait de cette idée, en fait, ce que je voudrais ici pointer, donc en disant que la politique est un soin, c'est de dire effectivement que l'espace en fait social, il n'est pas fait uniquement d'interactions dans lesquelles ou au sein desquelles on attendrait, parce qu'on en a fait le calcul, un bénéfice ou une maximisation de ses intérêts. Ça, c'est ce que nous font croire les économistes. Il y a un prix Nobel d'économie, ça c'est pour dire que mon propos est sérieux, qui s'appelle Amartya Sen. Amartya Sen, dans un livre qui s'appelait Éthique et économie, il dit finalement les économistes nous font croire que nous sommes tous, il a cette expression succulente, des idiots rationnels. Nous serions tous des idiots rationnels, c'est qu'en fait, notre agir serait en permanence une manière de maximisation de notre intérêt dans la concurrence avec les autres, en disant si je fais ça, j'aurai intérêt. Vous voyez, donc, bref, qu'en permanence, quand nous agirions, nous calculerions. Nous serions des agents. Je retombe sur la culture de tout à l'heure. L'agent, hospitalier, par exemple, c'est la traduction dans les organisations de soins de ce concept, finalement, d'économiste, d'agent ou d'homo economicus ou d'idiot rationnel. Et ce qui permet de comprendre, cet exemple-là il est intéressant, parce que ça permet de comprendre comment cette idéologie, au fond, de l'idiot rationnel, eh bien, ne peut pas saisir tout ce qui se passe dans les relations de soins qui ne relève pas du tarifiable à l'activité. Vous vous rappelez sur la crise sanitaire autour de donner un verre d'eau, est-ce que ça relève d'une prescription? Est-ce qu'il faut le mettre dans les activités de soins au moment de la crise de la canicule il y a quelques années? Moi je trouve ça... bon bref, vous avez compris, je ne développe pas. Donc ce qui est en jeu ici, donc autrement dit, ces interactions, ces formes de coopération sociale, ce qu'elles disent, c'est effectivement qu'il y a une dimension non utilitaire des formes de coopération sociale qui font le social. Alors en France, il y a un tas de réalités qui disent ça, c'est les associations. L'associatif, il met l'accent sur l'idée que qu'est-ce qui nourrit le social? C'est le bénévolat. Même bénévolat, ce qui produit du bien, si on veut traduire étymologiquement, même racine que bénéfice.
le bénévolat, c'est bénéfique. Ça fait du bien, même si ça ne produit pas nécessairement de bénéfices. Mais vous voyez comment aujourd'hui, dans nos cultures, pour montrer que ce qu'on fait, c'est bénéfique, il faut qu'on le quantifie. Bénévolat valorisé. Vous connaissez ce genre de truc. Là aussi, c'est une sorte de traduction dans le langage institutionnel du type de richesse produite. Mais en fait, ce qui est en jeu, c'est vraiment questionner ce que c'est que la richesse du soin. Dans le langage du bénéfique, pas nécessairement ou que du bénéfice. Je ne pourrais pas faire de l'angélisme en disant ça. Alors, pour creuser donc, cette dimension-là, donc des liens entre soins et politique, donc comment ils se fécondent mutuellement, je voudrais en fait ici d'abord dire une première chose. C'est que, j'ai encore un petit peu de... D'accord. C'est en fait de dire, en fait, quand on réfléchit en fait, sur le corps politique, finalement, il y a trois strates. On pourrait le dire en disant que les enjeux en fait, du corps politique et du politique se déclinent sur trois strates. Il y a des strates, comment dire, des principes, les strates, comment dire, de ce qui fait un peu l'ambiance sociale, et puis il y a les strates, en fait, justement, des pratiques sociales. La strate des principes, qu'est-ce qu'elle pointe? Elle consiste à dire, effectivement, eh bien, que la politique, c'est une certaine façon de comprendre la constitution du monde commun. Et c'est pour ça que c'est tellement important, justement, la dimension de la constitution dans notre droit et en fait dans notre tradition politique. La constitution, elle dit comment, du point de vue des principes, nous cherchons à élaborer la compréhension de ce que nous voulons vivre ensemble. Donc ça, c'est capital parce que ça dit la dimension de la structure. Comment dire, d'une organisation, ici par exemple, d'une démocratie dans un contexte de république. Et le cinquième pour le moment. Mais, d'une certaine manière, si on dit ça, donc si on met l'accent sur la dimension de la structure, on n'a pas tout dit encore de ce qui fait, comment dire, le politique. La seconde strate, c'est ce qu'on pourrait appeler une climatique. Quoi. Le politique, c'est aussi un climat, une ambiance. Je pense à Tocqueville, par exemple, lorsqu'il écrit de la démocratie en Amérique. Il dit « Je suis allé en Amérique », lui qui vient de l'ancien régime, Alexis de Tocqueville, dit « Je suis allé en Amérique, et en Amérique, alors non seulement il n'a pas vu New York, il n'y avait pas encore les buildings, mais par contre, il a vu que là-bas, on se tutoie. Les femmes tutoient leurs maris, elles ont même le droit de parler à table. C'est Tocqueville, début du 19e siècle. Je ne parle pas du droit de vote en France, pour les femmes. Mais bref, donc les ouvriers et les patrons, en fait, sont habillés de la même façon, on n'arrive pas à voir qui est qui. Enfin bref, Tocqueville, il est fasciné par cette société, en fait, donc démocratie en Amérique, mais pour lequel la démocratie, pour lui, c'est pas simplement qu'un régime, c'est une ambiance. C'est une ambiance. Et qu'est-ce qui caractérise cette ambiance? C'est ce qu'il appelle l'égalité des conditions. L'égalité des conditions. C'est-à-dire que chacun ou chacune en démocratie n'est pas défini par sa place dans un ordre social. Chacun, comment dire, existe, reconnu, comme égal d'un autre. Égalité des conditions. Donc c'est une ambiance. Donc la politique, donc c'est une constitution, c'est une certaine ambiance. Alors quand on dit ambiance, ça veut dire aussi que cette ambiance, elle a aussi presque une tonalité affective. Et ça, c'est intéressant de pointer ça. C'est-à-dire que la politique, c'est une affaire de rationalité, mais c'est aussi une affaire de passion. Et on voit très bien dans l'époque ultra-contemporaine comment la politique, elle travaille les sentiments. Et quel type de sentiments elle encourage? Quel type de sentiments elle flatte? Vous voyez, ça serait amusant de faire ça, de faire une typologie des partis politiques en se demandant quel type de sentiments ils ont tendance à flatter chez leur potentiel électorat. Ça serait amusant. Enfin bref. Bref, pour finir mon propos, la politique, c'est une affaire de constitution, c'est une affaire, comment dire, de climatique, affective, je veux dire, et puis c'est aussi
un ensemble de pratiques ou d'interactions sociales. Et parmi ces interactions sociales, eh bien, il y a précisément des pratiques de soins, des pratiques de soins mutuels, qui rendent le monde humain vivable. Dans un autre langage, on pourrait appeler ça, et on pourrait trouver ça ringard, hein, on appellerait ça la civilité. Mais la civilité, qu'est-ce que c'est? Ça peut naître que du dressage comportemental. Hein, il est gentil, il se lève. Vous voyez, c'est des formes de politesse, quoi. Bon, ça, c'est pas encore une vertu, mais ça a au moins l'avantage, c'est que ça rend les conduites prévisibles. Donc, ce qui est déjà pas mal, hein, la civilité. Mais rendre les conduites prévisibles, qu'est-ce que ça fait? Ben, précisément, ça calme l'angoisse. Et quand on vit avec un tas de personnes qu'on n'a pas choisies, ben, en permanence, on est en train de se dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Bon. Donc la civilité, si vous voulez, c'est pas de la moralité, ça peut être de l'hypocrisie sociale totale, on le sait très bien. On peut dire bonjour et pas bonjour monsieur ou bonjour madame et ne pas en penser moins. Hein. Donc autrement dit, la civilité, ça peut n'être qu'un dressage ou une sorte de vernis social, fragile vernis, mais d'une certaine manière, c'est ce qui rend déjà un peu le social acceptable. Mais on peut aller un peu plus loin, et au fond, les formes de pratiques sociales que j'appelais coopération sociale ordinaire, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, finalement, il est possible, dans une société, de s'opposer sans se massacrer. C'est possible. Hein. On peut s'opposer sans se massacrer. On peut, dans une société, donner sans nécessairement se sacrifier. Et au fond, ces deux figures, celle du conflit et celle du don, bien, elles disent quelque chose, au fond, de relations sociales qui sont des relations de soins mutuels, en fait. Et donc, dans notre tradition politique, ça s'appelle la fraternité. Mais la fraternité, étrange concept, vous voyez, irruption dans le champ politique d'un concept issu du familial, de nouveau. Mais la fraternité, dans le champ du soin, et je voudrais finir là-dessus, la fraternité, en fait, elle est dans le champ du soin, en fait, elle questionne. Parce que, soit on la biologise, ou on la naturalise, c'est-à-dire en faisant, si vous voulez, donc de la question de la fraternité, la question d'un entre-nous. C'est-à-dire que la fraternité, ça serait uniquement la fraternité pour ceux qui seraient mes frères. C'est-à-dire que par conséquent, c'est toujours le repli, c'est toujours la tentation dans la fraternité d'un repli sur l'entre-nous du clan, hein, ou de la fratrie. Les frères Kouachi, c'était des frères. Donc autrement dit, il y a ça, autrement dit, le risque, si vous voulez, de la fraternité, c'est le repli sur l'entre-soi et l'entre-nous. Disant, il y en a, je vais m'occuper de mes frères et les autres après, quoi. Et de l'autre côté, l'autre risque de la fraternité, hein, c'est de faire de la fraternité une espèce de concept total, hein, mais de telle sorte, effectivement, je serai le frère de tout le monde, mais de personne, mais en en diluant sa dimension, si vous voulez, justement de proximité sociale. J'ai cité, je disais en commençant tout à l'heure, Orwell, hein, mais le Orwell de 1984, il convoque une figure extraordinaire de la fraternité, hein, Big Brother. Hein. Le Big Brother, c'est le frère total, si vous voulez, mais le frère totalitaire. Notre tradition politique, entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, entre la fraternité totalement élargie, au fond, qu'elle finit par être totalement diluée de contenu de proximité, et la fraternité de l'entre-nous, et la fraternité républicaine, ce qu'elle dit, c'est que la fraternité elle est toujours difficile. Et donc, en l'occurrence, que les relations de soins, elles aussi sont difficiles. Je disais, il y a la question du don et la question du conflit. Mais dire que la fraternité est difficile, ça veut dire effectivement que quand on parle de fraternité, hein, on ne dit pas ce que nous sommes, on dit ce qu'on cherche à être. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est comme ça que je définis les valeurs. Les valeurs ne disent pas ce que nous sommes, elles disent ce que nous cherchons à être. Ce qui fait qu'effectivement, nous ne sommes sans doute pas des sociétés assez fraternelles, assez libres, assez égales, hein, mais ça dit un horizon, ça définit en tous les cas quelque chose comme un horizon d'attente. Et donc, bien, si on dit ça, eh bien, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il en serait, effectivement, eh bien, d'une politique qui en pense, comment dire, l'idée du soin à partir de cette idée de fraternité.
au sens, donc ce médian en fait, que je viens de définir. C'est-à-dire en fait une forme de politique qui accompagne des pratiques sociales de soutien mutuel. Et donc pas uniquement du point de vue d'une technicité, pas uniquement du point de vue d'une forme d'expertise, mais une forme d'accompagnement en fait de cette qualité du social, bien, par le biais duquel finalement nous sommes non seulement, comment dire, dans des espaces sécurisés techniquement, mais des espaces qui soient sécurisants, qui prennent soin mutuellement de nous. Et là vous voyez le sécurisé ou le sécurisant. On voit très bien ce que ça produit en termes de politique. C'est plus difficile, comment dire, de produire un espace-temps sécurisant qu'un espace-temps sécurisé. Parce que dans le second cas, on est dans du technique, dans le premier, on est dans l'éthico-politique, justement. En tout cas, dans une politique qui n'est pas réduite à une technique. Alors, j'ai terminé. Enfin, peut-être ce que je voudrais dire en terminant, en fait, vous voyez qu'en fait, vouloir penser le soin et la cité ensemble, bon, ça enlève, ça fait apparaître un tas d'enjeux en fait, éthiques et politiques, mais ça fait aussi apparaître finalement un enjeu fondamental. Je ne sais pas prononcer le mot, mais je pense qu'il faut le prononcer au moins une fois. C'est un enjeu d'anthropologie. C'est quelle idée se fait-on de ce qu'est l'humain? Et d'une certaine façon, il y a une anthropologie qui domine dans nos temps, hein, et dans nos temps et sous nos latitudes. Cette anthropologie, c'est l'anthropologie précisément de l'homo economicus, hein, qui pense que le plus petit atome du social, c'est l'intérêt égoïste. Sans être fleur bleue, sans être idéaliste, en sachant que la fraternité est difficile et que le soin, dans sa dimension relationnelle, n'ignore pas le conflit, que se passe-t-il? Est-ce que nous ne sommes pas les contemporains aussi d'une autre anthropologie qui se cherche, mais une anthropologie qui dirait le plus petit atome du social, c'est pas l'intérêt égoïste, le plus petit atome du social, c'est la relation. C'est la relation. Avec ce qu'elle peut avoir, je redis, à la fois de soutien et de conflictuel, mais qui fait que sans cela, il n'y a pas d'histoire. Voilà, merci de votre écoute. Et donc, merci Jean-Philippe Pierron.